Laurent Gbagbo insiste sur la libération d'une centaine de prisonniers en Côte d'Ivoire. L'ancien président a transmis une liste de 110 détenus au chef de l'État, Alassane Ouattara. Prestation de serment du Parlement au Soudan du Sud. 588 parlementaires issus du parti présidentiel et d'anciennes factions rebelles participaient à la cérémonie à Juba, la capitale. Et puis Choguel Maïga réaffirme l'engagement de la transition à respecter le calendrier électoral. Le Premier ministre malien a assuré lundi que les élections auraient lieu comme prévu en février-mars 2022. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bienvenue à tous. Au Soudan du Sud, les députés du Parlement national nouvellement créé ont prêté serment. Une cérémonie attendue depuis longtemps d'un accord de paix fragile qui a mis fin à la guerre civile dans le jeune pays. Au total, 588 députés, un mélange de délégués du parti au pouvoir et d'anciennes factions rebelles qui ont signé la trêve, y étaient les précisions. Le nouveau Parlement a prêté serment lundi au Soudan du Sud, réalisant l'une des plus importantes promesses de l'accord de paix de 2018 qui a mis fin à 5 années de guerre civile. La prestation de serment de ce nouveau Parlement intervient avec près d'une année de retard sur le calendrier et reste incomplète car 62 députés étaient absents lundi, certains en raison de désaccords avec le gouvernement. I'm sure you are aware that the challenges ahead of us. Je suis sûr que vous êtes conscient du fait que les défis qui nous attendent sont énormes. Afin de surmonter ces défis, nous, en tant que représentants de notre peuple, devons regarder au-delà de nos expériences politiques, partisanes et tribales, et nous concentrer fortement sur le bien pour tous. Notre peuple en a marre des guerres. En tant que leurs représentants, nous devrions être à l'avant-garde des efforts pour reconnaître cette situation critique. Par conséquent, dans l'exercice de nos rôles de leadership, nous devons montrer l'exemple. Nous devons garder à l'esprit que nous sommes partenaires de l'accord de paix. Par conséquent, nos principes directeurs doivent inclure l'esprit de coopération et non de compétition, la compréhension mutuelle et non les soupçons, la compassion et non la haine, et la jalousie, et des approches pacifiques des problèmes et non des conflits sur les problèmes. La semaine dernière, un mouvement issu de la société civile, nommé Coalition du Peuple pour l'Action civile, a lancé une campagne réclamant le changement après cette décennie marquée par la guerre, la corruption et la pauvreté. En application de l'accord de paix, Salva Kiir et Riek Machar sont aujourd'hui présidents et vice-présidents au sein d'un fragile gouvernement d'union nationale. Les médecins des hôpitaux publics au Nigeria ont entamé lundi une grève. Ils protestent contre le non-paiement d'arriérés de salaire et le manque de moyens dans les hôpitaux du pays le plus peuplé d'Afrique qui crée une troisième vague de coronavirus. Cette grève, dernière d'une série menée par l'Association nationale des internes, NARD, qui représente 40% des médecins au Nigeria, a commencé le matin, a affirmé à l'AFP le président du NARD, Oyilawa, Okua et Yusui. Le syndicat demande notamment au gouvernement d'honorer sa promesse de payer des indemnités aux familles des docteurs décédés alors qu'ils combattaient le coronavirus. Nous demandons au gouvernement de verser des assurances vie à 19 de nos membres qui sont morts alors qu'ils travaillaient en première ligne, a ajouté le président du syndicat. Les médecins nigérians menacent régulièrement d'entrer en grève, espérant obtenir des autorités le paiement de leurs arriérés de salaire, ainsi qu'une augmentation des moyens alloués aux hôpitaux publics en déliquescence dans le pays. Ils dénoncent notamment un nombre insuffisant de lits, de médicaments et de kits de protection dans les établissements. Le Nigeria, pays de 200 millions d'habitants, comptait 42 000 médecins généralistes enregistrés en 2019 selon l'Association des médecins du Nigeria, NMA, soit 2 médecins pour environ 10 000 habitants. Au moment des premiers cas de coronavirus dans le pays en mars, le docteur Francis Fadouillet, président de la NMA, avait déclaré qu'entre 70 à 80% des institutions publiques de santé n'avaient pas d'eau courante ou suffisamment propre pour se laver les mains.
Les autorités craignent qu'une grève ne déstabilise un peu plus le système de santé déjà mis sous pression par l'épidémie de coronavirus notamment, et au moment où il doit vacciner sa population. Le Nigeria a officiellement enregistré 174 315 cas de coronavirus et 2149 morts. Mais ces chiffres sont sous-évalués, le nombre de tests réalisés étant faible. Je le disais en titre, le Premier ministre de transition malien, Choguel Kokala Maïga, a assuré lundi que les élections censées ramener les civils au pouvoir auraient lieu comme prévu en février-mars 2022. Reportage. Le chronogramme des élections générales a été publié en avril. Ce chronogramme sera maintenu, a affirmé Choguel Maïga, le Premier ministre malien dans des propos tenus devant le Conseil national de transition et publié par ses services sur les réseaux sociaux. Le doute persiste quant à la faculté des autorités à tenir les échéances dans les 7 mois qui leur restent, tant les obstacles à surmonter sont considérables dans un pays en pleine tourmente depuis des années. La propagation djihadiste et les violences de toutes sortes vont de pair avec de graves crises politiques et sociales. Le Mali reste sur 2 coups d'État militaires en 1 an. Les colonels qui ont renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta en août 2020 se sont engagés à rendre le pouvoir aux civils dans un délai de 18 mois. Le premier gouvernement de transition qu'ils ont installé avait fixé en avril au 27 février 2022 les premiers tours d'une élection présidentielle et des législatives et au 13 et 20 mars respectivement d'éventuels second tours. Les membres du Conseil national de transition, malgré les doutes et la défiance exprimée lundi, ont adopté le plan d'action du Premier ministre par 2 voix pour, 2 contre et 9 abstentions. Faisant face au CNT, l'actuel organe législatif au Mali, le Premier ministre Choguel Maïga s'est voulu pédagogue. Il a défendu ce projet conçu par son gouvernement qui fixe le cap de l'exécutif pour le reste de la transition. Ce journal se poursuit. L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo insiste sur la libération de prisonniers. Il avait transmis la semaine dernière au chef de l'État, Alassane Ouattara, une liste de 110 détenus dont certains sont emprisonnés depuis la crise de 2010-2011. L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo a, au cours d'une rencontre avec une centaine d'épouses de détenus emprisonnés durant la crise de 2010-2011, insisté lundi pour que ces prisonniers qu'il qualifie de politiques soient libérés. La question avait été abordée par Gbagbo lors de sa rencontre le 27 juillet avec Alassane Ouattara, au cours de laquelle il avait transmis au chef de l'État une liste de 110 détenus. Dans la liste figurent à la fois des personnes arrêtées après la crise, mais aussi des personnes interpellées en 2020 lors de la dernière campagne présidentielle et en juin dernier en marge du retour en Côte d'Ivoire de Gbagbo. Le point actuel de mon programme, c'est de me battre pour la libération des prisonniers d'opinion. De tous les prisonniers d'opinion. Donc, quand l'occasion m'a été donnée de rencontrer le président Ouattara, je lui ai posé un seul problème: la libération des prisonniers. Il ne m'a pas dit non. Mais il ne m'a pas dit oui. La vraie réconciliation passe impérativement par la libération des prisonniers, a estimé de son côté Simone Daté, présidente du collectif des femmes et parents des détenus des crises. Laurent Gbagbo avait été arrêté et poursuivi devant la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité avant d'être définitivement acquitté en mars dernier et de rentrer en Côte d'Ivoire le 17 juin. Et puis les arrestations d'opposants en Tanzanie assombrissent l'espoir d'un renouveau politique dans le pays, douchant les attentes de ceux qui pensaient que la politique de Samia Suluhu Hassan, au pouvoir depuis plus de 4 mois, incarnerait une fracture avec le passé. Reportage. Après l'interpellation récente d'un leader de l'opposition accusé de terrorisme,
Les critiques n'hésitent plus à utiliser le terme de dictatrice pour qualifier la première présidente de la Tanzanie, Samia Suluhu Hassan, un pilier du parti au pouvoir, Chama cha Mapinduzi, qui était la vice-présidente de John Magufuli, est devenue chef de l'État après la mort de ce dernier en mars. Populaire pour sa lutte contre la corruption, ses projets d'infrastructure ou encore l'expansion de l'école gratuite, John Magufuli se démarquait aussi par une politique autoritaire particulièrement rude envers les médias, les critiques et, plus généralement, la liberté d'expression. Rapidement, Samia Suluhu Hassan s'est, elle, tournée vers l'opposition, promettant de défendre libertés et démocratie. Elle a également remanié le gouvernement, nommant certains de ses alliés à des postes clés, mais sans évincer toutefois les soutiens historiques de John Magufuli, notent les analystes. Sa prise de position la plus radicale à ce jour a été de rompre avec la politique covido-sceptique de son prédécesseur, qui minimisait l'importance du virus et appelait les Tanzaniens à lutter contre le virus par la prière. La semaine dernière, en direct à la télévision, la présidente a reçu une première dose de vaccin, lançant personnellement la campagne de vaccination dans ce pays de 58 millions d'habitants. Mais des activistes et membres de l'opposition affirment que la présidente ne se démarque pas de John Magufuli quand il s'agit de faire taire la dissidence. Hassan utilise un très bon ton même lorsqu'elle dit les mêmes choses que son prédécesseur. Sa personnalité fait que cela semble différent, estime Abel Kinyondo, professeur à l'université de Dar es Salaam. En juillet, la police a arrêté en pleine nuit plusieurs membres du parti d'opposition Chadema, dont son président Freeman Mbowe, qui prévoyait un rassemblement appelant à des réformes constitutionnelles. Depuis, Freeman Mbowe, détenu à Dar es Salaam, a été accusé de terrorisme financier et de complot. Ces arrestations ont déclenché la colère dans les milieux de l'opposition, ainsi que des critiques à l'étranger, notamment de la part des États-Unis. C'est ici que prend fin ce journal. Merci de votre attention. Restez avec nous. L'info revient dans un instant sur Sika TV.